Bonjour à tous et bienvenue dans l'héritage d'un champion. Ce début de vidéo fait un peu office d'introduction car comme c'est le premier épisode de la série, je pense qu'il fallait bien que je me présente. Donc je m'appelle Martin et j'ai 19 ans et j'adore la boxe anglaise bien évidemment. Détrompez-vous, je ne suis pas un compétiteur ou quoi que ce soit mais j'aime ce sport, ses légendes, ses valeurs, ses morales et bien évidemment tout ce qui va avec. J'ai créé ce format pour permettre aux gens, qu'ils soient néophytes ou non, de découvrir ou redécouvrir le parcours des légendes de ce sport. Le principe de mes vidéos est simple. Présenter un grand nom de la boxe et raconter son parcours, mais aussi son héritage dans les médias ou dans la culture en général. Ce format est donc ouvert à tous, que vous soyez un vétéran ou un rookie. Bref, je ne vous en dis pas plus, j'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Tyson. Mike Tyson. Qui n'a jamais entendu ce nom? Quand on entend le nom de Tyson, on pense tout de suite au boxeur enragé qui a régné sans partage du milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Mais qu'en était-il réellement? Comment est née cette légende? Quel a été son parcours? Quel était son style? Pourquoi le nom de Tyson suscite tant d'admiration et de dégoût à la fois? Je vais tenter de retracer l'histoire de cette légende afin de trouver la réponse à ces questions et pourquoi pas éclairer vos lanternes. C'est parti. Notre légende est née le 30 juin 1966 à New York, dans le quartier de Brooklyn, sous le nom de Michael Gerard Tyson. Tyson est très tôt versé dans la violence. En effet, son beau-père est violent avec sa mère et il révélera bien des années plus tard avoir été abusé sexuellement par un inconnu vers l'âge de 7 ans. C'est donc rapidement que Tyson comprend qu'il doit se servir de ses poings pour survivre. Cependant, c'est un enfant agité qui connaîtra les maisons de correction dès son plus jeune âge. Paradoxalement, c'est dans ces mêmes maisons de redressement que Mike rencontrera son premier pied-à-terre dans le monde de la boxe, Bobby Stewart, un ancien boxeur qui le remarquera alors qu'il n'a que 13 ans. Déjà à cette époque, Mike pesait 80 kg et semblait avoir la carrure idéale pour devenir un boxeur de rang mondial. Bobby Stewart l'entraînera un petit peu, mais très vite il le confiera à quelqu'un qui deviendra très important pour Tyson et fera office de figure paternelle pour ce dernier, Cus D'Amato. Ce vieux monsieur n'est autre que l'ancien entraîneur de Floyd Patterson, un champion du monde des poids lourds qui, selon Mohamed Ali, était le combattant le plus technique qu'il ait eu à affronter. Très vite, D'Amato perçoit le potentiel dévastateur de Tyson et décide de le faire emménager chez lui à Catskill avec sa femme et ses enfants pour pouvoir l'entraîner. D'Amato prédira d'ailleurs que, s'il travaille dur, il deviendra un jour champion du monde des poids lourds. Nous faisons un bond dans le temps jusqu'en 81, alors que Tyson n'a que 15 ans. Il commence déjà à faire exploser sa force surhumaine. Il met KO Joe Cortez dans le premier round de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis après seulement 8 secondes de combat. Il gagnera une nouvelle fois ce même championnat en 82, mais échouera en 83. Il remportera l'année suivante les Golden Globes de la catégorie poids lourd. Finalement, durant son parcours amateur, Tyson aura disputé 54 combats pour 48 victoires et 6 défaites. C'est par la suite en 85 que Tyson met fin à sa carrière amateur pour devenir professionnel. Il boxe tout au long de l'année et bat la totalité de ses premiers 19 adversaires avant la limite, dont 12 à la première reprise. Il reçoit son premier surnom, Kid Dynamite. Son mentor Cus D'Amato meurt cette même année, le 4 novembre 1985, à 77 ans, à la suite d'une pneumonie. Ce sera un coup dur pour Tyson, la mort de D'Amato étant comme la mort d'un père pour ces derniers. Il se tournera par la suite vers Kevin Rooney, un autre boxeur de D'Amato, pour l'entraîner. C'est par la suite en 86 que sa carrière prend un tournant. Le public vient assister en masse à ses combats, le boxeur apparaît dans des émissions de télévision et de revues. Ce sportif qui n'a même pas 20 ans reçoit déjà des centaines de milliers de dollars pour la diffusion de ses combats sur des chaînes télévisées. Toujours dans les années 86, Tyson affronte James Tillis, qui est le premier à contenir Tyson dans les premiers rounds. Malgré sa victoire, Tillis est le premier à tenir la distance contre Tyson, qui avait toujours gagné avant la limite. 2 semaines plus tard, Tyson est confronté à Mitch Green. Ce fut le premier adversaire de Tyson à ne pas aller au tapis une seule fois. Peu de temps après, un tournoi est organisé à Las Vegas pour réunifier le titre poids lourd entre les 3 champions des 3 fédérations. Tyson n'y est pas convié car les promoteurs, et plus particulièrement Don King, se méfient de sa force car il risquerait de battre les favoris du tournoi. Cependant, le directeur de la chaîne HBO les contraint à accepter sa présence. Le 26 juillet 1986, Tyson bat Marvis Frazier en 30 secondes. Marvis Frazier qui est le fils de Joe Frazier qui a fait partie des plus grands rivaux de Mohamed Ali, ce dernier étant connu pour son crochet du gauche et surtout pour avoir infligé sa première défaite à Ali. Mais ça, c'est l'histoire d'une autre légende. Il entre ensuite dans l'histoire de la boxe le 22 novembre 1986 en battant le champion du monde Trevor Berbick par un KO expéditif et spectaculaire dans le deuxième round. À moins de 20 ans et 5 mois, Mike Tyson devient le plus jeune champion du monde des poids lourds, en battant ainsi le record précédemment détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion de Cus D'Amato. Tyson confiera d'ailleurs que son plus grand regret fut que D'Amato ne puisse pas le voir devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds. Par la suite, le 7 mars 1987, Tyson affronte James Smith qui détient le titre WBA. Smith s'accrochera à Tyson tout au long du combat, l'empêchant ainsi de développer sa boxe, mais Tyson gagnera quand même le point. Il ne reste alors plus qu'à récupérer le titre IBF. Pour ce faire, Tyson combat Thomas Pinklon le 30 mai 1987 et le malmène dès le premier round.
Le rival résiste quand même jusqu'au 6ème round, au cours duquel il doit taper une première fois. Il y retourne sur un enchaînement dévastateur de 16 coups et l'arbitre mettra fin à la rencontre. Après sa victoire contre Pinklon, le tournoi prendra fin le 1er août 1987 par le combat de réunification du titre entre Tyson et Tony Tucker qui vient de s'emparer du titre IBF. Les deux champions, invaincus, iront jusqu'à la limite des 12 reprises. Tyson sera déclaré vainqueur au point à l'unanimité, réunifiant ainsi le titre de champion du monde des poids lourds. C'est par la suite le 22 janvier 1988 que Tyson atteint son apogée. Il affronte et bat l'ancien champion du monde Larry Holmes. Ce soir-là, Tyson est motivé par le rappel d'une promesse faite à Ali, qui montra d'ailleurs en personne sur le ring lors de la présentation des boxeurs, pour lui souffler à l'oreille. Bats-le pour moi. Pour l'unique fois de sa carrière, Holmes perd avant la limite à la 4ème reprise après avoir été envoyé 3 fois au tapis. Après sa victoire contre Holmes, Tyson affronte finalement Spinks le 27 juin 1988 au Trump Plaza pour 20 millions de dollars. Un record à ce moment-là. Tyson mettra KO son adversaire en 1 minute et 31 secondes. Ce combat est considéré comme la plus grande performance de Tyson, qui a alors atteint son apogée. À ce moment-là de l'histoire, la supériorité de Tyson sur le ring semble évidente, mais l'homme à la personnalité tourmentée fait souvent la une des journaux à scandale. Problèmes conjugaux, drogue, disputes, bagarres, il se cassera d'ailleurs le poing lors d'une de ses nombreuses bagarres, et fera 2 erreurs qui lui seront fatales par la suite. Il se met en contact avec Don King, un promoteur, et signe un contrat avec lui le 16 août 1988. Ce promoteur est peu soucieux des intérêts du boxeur et est très souvent uniquement attiré par l'argent. Il renverra aussi son entraîneur Kevin Rooney en décembre 88. Après le combat contre Spinks, on envisage une tournée mondiale pour Tyson, dans la Wembley Arena de Londres contre le Britannique Frank Bruno, particulièrement populaire dans son pays, au Carnaval de Rio contre le Brésilien Adilson Rodriguez, à Milan contre le premier détenteur de la ceinture WBO des poids lourds Francesco Damiani, ceinture qui à l'époque n'était pas une ceinture de ligue majeure, à Pékin contre l'ancien champion George Foreman et surtout à Atlantic City contre Evander Holyfield. Mais les problèmes personnels de Tyson l'empêchent de réaliser cette tournée planétaire. Cependant, Tyson combattra au moins un des 4 participants, à savoir Frank Bruno, contre qui il gagnera sans trop de difficultés, ce dernier n'arrivant pas à contenir Tyson. Et justement, à cette même période, les journalistes noteront d'ailleurs que depuis le départ de Kevin Rooney, Tyson régresse techniquement en utilisant son style peekaboo beaucoup moins souvent, en envoyant moins de jabs et de coups au corps, étant davantage enclin à s'accrocher mais surtout que c'est ça d'utiliser ses mouvements de tête, ses rotations du buste et ses rapides combinaisons, caractéristiques d'un Iron Mike au sommet. Il reviendra vers un style plus classique où il cherche simplement le coup dur pour mettre KO l'adversaire. Par la suite, Tyson combat l'inconnu du grand public, James Buster Douglas. Le combat a lieu à Tokyo, au Japon, le 11 février 1990. À la surprise générale, Tyson, hors de forme, miné par ses problèmes personnels et son manque d'entraînement, est dominé par ce challenger improbable qui ne semble nullement impressionné par Tyson, et ce, même durant les premières reprises, là où Tyson est censé exceller. Douglas, qui est bien préparé, dispose d'un avantage physique assez conséquent, soit une dizaine de centimètres et 5 kilos de plus. À la 10e reprise, Douglas l'envoie à terre pour la première fois de sa carrière sur un uppercut suivi de 3 crochets. Compté, Tyson, marchant à terre pour récupérer son protège-dents, se relève difficilement et trop tard. L'arbitre arrête le combat. Tyson connaît alors sa première défaite en professionnel. Nous apprendrons par la suite qu'en plus du titre de champion du monde, Douglas avait fait la promesse à sa mère de battre Mike Tyson et de devenir le prochain champion du monde. Chose qu'il réussira, mais que malheureusement sa maman ne pourra pas voir, car elle était montée au ciel quelques jours plus tôt. Et c'est peut-être grâce à cette promesse que James Buster Douglas a réussi à faire ce que 37 autres challengers n'ont pas réussi à faire, à savoir battre l'invincible Mike Tyson. Mais bon, malgré cette défaite, ce n'est pas la fin pour Tyson. Il décide de remonter sur le ring contre Henry Tillman, qu'il mettra KO au cours de la première reprise. Il l'avait d'ailleurs déjà rencontré au cours de sa carrière amateur. Après cette victoire contre Tillman et quelques autres combats où il a eu du succès, Tyson a une chance de récupérer son titre contre Evander Holyfield dans un championnat du monde organisé en novembre 80. Mais Tyson est mis en cause par Desiree Washington, qui l'accuse d'avoir violé dans une chambre d'hôtel à Indianapolis. Au terme de son procès, Tyson est jugé coupable et est condamné en 92 à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Il recouvrera sa liberté le 25 mars 95 pour bonne conduite, soit un peu moins de 3 ans après son incarcération. Désormais converti à l'islam, avec Malik Abdullah Aziz comme nom musulman, il reprend les gants en 96 mais gardera le nom de Mike Tyson sur le ring. 10 ans après avoir conquis le titre WBC, Tyson le regagne dans une revanche très attendue contre Frank Bruno. Cependant, Tyson ne défend pas sa ceinture lors de la défense obligatoire face au challenger numéro 1 de la WBC, Lennox Lewis, qui est dédommagé à cette occasion à hauteur de 4 millions de dollars. Par la suite, Tyson combat Evander Holyfield une première fois le 9 novembre 1996. Le combat s'annonce difficile pour Holyfield, la foule étant plutôt du côté d'Iron Mike. Mais malgré des paris à 29 contre 1 pour Tyson, Holyfield gagne. En effet, durant le combat, Tyson n'arrive pas à s'imposer et Holyfield déploie sa boxe qui surpasse celle de Mike en technique et précision.
Bien que Mike tape fort, l'allonge, le poids et l'expérience de Holyfield auront raison de lui par un KO technique au 11e round. À l'issue de cette rencontre, les deux boxeurs sont élus boxeurs de l'année et leur combat est lui aussi élu combat de l'année. Tyson dira d'ailleurs à la suite d'une interview qu'il a du respect pour Holyfield car ce dernier a réussi à le battre. La revanche a lieu le 28 juin 1997. Holyfield a toujours l'avantage sur Tyson, mais Tyson se plaint des coups de tête à répétition dits involontaires de Holyfield et finit par lui affliger sa fameuse morsure. L'arbitre pénalisera Tyson en lui enlevant 2 points, mais malgré cet avertissement, Tyson réitérera sa morsure et arrachera un bout d'oreille de Holyfield. Il est alors disqualifié et Holyfield est déclaré vainqueur. Pour son comportement, Mike Tyson sera condamné à payer à Holyfield 10% de sa bourse, soit à peu près $1 million, et se verra retirer de sa licence de boxe pour 1 an. La fin de carrière de Tyson commence en 1999. Mike Tyson effectue un nouveau retour, bien plus discret cette fois-ci, face à François Botha. En difficulté dans les premières reprises et paraissant émoussé, Tyson met Botha KO au 5e round. Par la suite, Tyson remportera encore quelques succès appréciables dans les années 2000, mais rien d'incroyable. Toutefois, il faut encore rêver les amateurs, et le 8 juin 2002, il rencontre Lennox Lewis à Memphis, dans le Tennessee, car les casinos de Las Vegas refusent d'organiser cette rencontre depuis l'incident avec Evander Holyfield. Bien que jugé tardif, Mike Tyson ayant 35 ans et Lennox Lewis 36 ans, ce combat est très attendu. Il engrange à l'époque le record de gains pour un match de boxe. Tyson est pesé à 106 kg, ce qui est loin de son poids de forme. Tyson tournait plus autour des 98, voire 100 kg que des 106 kg. Peut-être bien que la première rencontre qui devait avoir lieu entre ces deux grands boxeurs aurait été plus avantageuse pour Tyson, mais malheureusement, il perdra contre ce dernier. Malgré son échec face à Lewis, Tyson ne se retire pas. Le 22 février 2003, il combat Clifford Etienne à Memphis. Dès la première minute du combat, il met son adversaire à terre d'un vif crochet du droit au menton. Ce sera la dernière victoire de Tyson en professionnel. L'année suivante, il rencontre Danny Williams. Tyson révélera dans son autobiographie avoir consommé de l'herbe et de la cocaïne en préparation de ce combat. Williams enchaîne Tyson au 4e round et l'envoie au tapis à la suite d'une série de crochets. Suite à ce combat, Tyson devra subir une intervention chirurgicale au genou, car ce dernier s'était en fait croisé les ligaments durant le combat. Un an plus tard, en 2005, il participe à son dernier combat contre Kevin McBride. Malgré un bon début de combat, Tyson s'essouffle au fil des rounds. Épuisé, il arrive à peine à se relever et à rejoindre son coin. Il ne reprend pas à l'appel du 7e round et McBride est déclaré vainqueur. Lucide face à cette défaite, et aussi parce qu'il a engendré d'énormes dettes, à cause de ses problèmes judiciaires, Tyson décide de se retirer de la scène professionnelle et on est réduit à faire des exhibitions pour pouvoir payer ses dettes. Bien, maintenant qu'on a survolé la vie de Tyson, on va s'intéresser à son style. Le style Peekaboo est un style particulier. Il faut savoir que c'est Cus D'Amato qui l'a inventé. Même si Tyson est le plus connu des élèves de Cus D'Amato, Floyd Patterson utilisait déjà le Peekaboo des années avant Tyson. Cependant, ce dernier se l'est approprié et l'a adapté à sa morphologie pour en faire sa marque de fabrique. Tyson est souvent considéré à tort comme un tank qui charge et se repose uniquement sur sa force brute. Mais le style de Tyson est plus subtil. Il est basé en priorité sur la défense, et aussi incroyable que ça puisse paraître. En effet, Tyson est plutôt petit pour un poids lourd. Il mesurait 1m78, là où des colosses comme Evander Holyfield pouvaient mesurer 1m89, soit près de 20 cm d'écart. Il fallait donc que Tyson trouve un moyen de combler son manque d'allonge naturelle dû à sa petite taille. Tyson comptait en priorité sur des mouvements de buste et des esquives incroyablement rapides afin de casser la distance et de pénétrer la garde de l'adversaire. Pour faire simple, le Peekaboo requiert une garde haute afin de former un bouclier qui protège le foie, le menton et le plexus solaire des coups puissants. Combiné aux fameuses esquives, à la souplesse du buste et à un transfert de poids bien géré sur les points d'appui, il devient difficile de toucher un point vital et de mettre KO un pratiquant du Peekaboo. D'un point de vue purement offensif, le Peekaboo consiste à envoyer des coups puissants au corps et à la tête afin de mettre KO son adversaire. Cus D'Amato décrira son style comme un style où les coups sont envoyés avec de mauvaises intentions, c'est-à-dire envoyer des coups afin de mettre son adversaire KO. Tyson poussera d'ailleurs la pratique de cette technique encore plus loin en y ajoutant quelques mouvements du Dempsey Roll, une technique inventée par le boxeur du même nom, Jack Dempsey. Cette technique consiste à former un 8 imaginaire à partir des rotations du buste et du transfert du poids du boxeur sur ses points d'appui, pour ensuite envoyer des séries de crochets afin de briser la garde de l'adversaire et d'avoir une ouverture pour mettre KO. L'intégration du Dempsey Roll dans la boxe de Tyson viendra parfaitement finaliser son style, car comme celui-ci, Jack Dempsey était plutôt petit, et il mesurait 1m80. De ce fait, le Dempsey Roll permettait à Jack de prendre l'avantage sur des adversaires plus grands en pénétrant leur garde grâce aux séries de crochets et à l'élan engendré par cette technique. En termes de combinaison, Tyson savait faire preuve d'inventivité. Sa rapidité dans l'exécution des mouvements lui permettait d'envoyer des coups très rapides et provenant parfois de la même direction, mais avec une cible différente. Par exemple, le combo favori de ce dernier était le crochet du droit suivi d'un uppercut du même bras. Cette façon de combiner était originale car la majorité des boxeurs ont l'habitude d'alterner entre le point gauche et droit pour combiner plus efficacement car cela laisse le temps au bras de revenir en garde pour repartir à pleine puissance. Mais Tyson développera cette technique en variant avec par exemple l'envoi d'un crochet à la tête suivi d'un crochet au corps
avec le même bras, puis d'un uppercut avec l'autre bras. Le seul défaut, c'est qu'il n'utilisait pas souvent le jab dans ses combinaisons, restreignant ainsi ses possibilités de combinaison. Finalement, le style Peekaboo a permis de combler le seul désavantage majeur de Tyson, sa taille. Grâce à des réflexes incroyables, une vitesse fulgurante et une force dévastatrice, tout ceci mélangé au Dempsey Roll et à ses enchaînements de coups atypiques, Mike Tyson a su trouver sa voie et créer un style qui lui correspondait et qui lui aura permis de marcher aux côtés des légendes de la boxe moderne. De nos jours, Tyson est présent dans beaucoup de médias. On peut le retrouver dans beaucoup de films d'action comme Hitman, aux côtés de Donnie Yen, ou Kickboxer à l'héritage, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, mais aussi dans les films plus comiques comme Very Bad Trip. Il a aussi fait une pub avec Evander Holyfield où il lui rend son oreille. À titre purement subjectif, je trouve la pub bien réalisée et plutôt marrante. Tyson est aussi marqué au Japon dans la culture manga et plus particulièrement dans l'œuvre de Joji Morikawa, Hajime no Ippo, où les personnages de Ippo utilisent le même style que Tyson, à savoir le Peekaboo ainsi que le fameux Dempsey Roll de Jack Dempsey. Tyson serait le cousin de Vin Rock du groupe Naughty by Nature, seul X ça n'a jamais été confirmé par Tyson, et la seule preuve que nous avons est un tweet posté par le groupe affirmant que Vinny est bien le cousin de Tyson. Le mystère reste donc tout entier. Cependant, malgré un départ extraordinaire et une prédisposition génétique indéniable pour ce sport, la vie de Tyson n'aura pas été si grande qu'elle aurait pu l'être. Même si j'adore Tyson, comme pour Mohamed Ali, il a été stoppé au sommet de sa carrière à cause de ses excès hors du ring. Mike Tyson était un homme d'excès en tout genre d'ailleurs. La drogue, ses problèmes judiciaires et son manque d'investissement lors des entraînements auront causé sa perte, de même que ses choix n'ont pas toujours été les plus intelligents, comme le fait de renvoyer son entraîneur Kevin Rooney. Je pense à titre purement subjectif que Tyson était un homme qui avait besoin d'être encadré comme l'a fait Chris D'Amato. Malheureusement, ce dernier est parti trop tôt. Si Tyson était arrivé plus tôt ou si D'Amato avait vécu plus longtemps, je pense que le parcours de Tyson aurait peut-être été plus glorieux. Mais si nous parlons de lui aujourd'hui, c'est bel et bien parce qu'il a marqué les esprits. Même s'il n'a pas gagné contre les plus grands boxeurs de son époque, à savoir Holyfield et Lewis, Tyson a quand même battu un grand nom, celui de Larry Holmes. Il a quand même réussi le beau palmarès de 58 combats pour 50 victoires, dont 44 par KO et 6 défaites. Tyson réalisera donc un pourcentage de KO de 75% sur la totalité de ses combats. En termes de titres, Tyson aura quand même été champion du monde de poids lourd WBC de 86 à 90 puis une fois en 96, WBA de 87 à 90 puis une fois en 96, et IBF de 87 à 90, et donc par la même occasion champion du monde incontesté durant un an en 87 avant l'apparition de la WBO en 88. Il aurait été vainqueur des Golden Gloves en 84 et boxeur de l'année en 96 lors de son combat contre Evander Holyfield. Finalement, bien que Tyson ait réalisé de nombreux excès, il a su se frayer un chemin à travers les problèmes qu'il a rencontrés pour marquer le monde de la boxe. Certains le comparent même à son ami Mohamed Ali, mais ce qu'on en retiendra de Tyson, c'est avant tout sa puissance, sa vitesse, son agressivité, et le fait qu'à partir de rien, il a réussi à trouver une famille grâce à Chris D'Amato, un rêve grâce à la boxe, et a réussi l'exploit de marquer le temps de son nom, Iron Mike, le plus jeune champion du monde de poids lourd.